Bonjour, je suis Mohamed Sissé, coach sportif, leader syndical, amateur éclairé pour les questions de transition écologique et transition numérique, aussi érudit dans les domaines des crypto-monnaies et dans les technologies des blockchains. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Nous allons essayer d'expliquer en français facile, n'est-ce pas, les différents articles que comporte cette convention et de telle sorte que tous les syndiqués, n'est-ce pas, puissent se l'approprier et comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé de la mise en œuvre de cette convention dans l'univers syndical en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique. Alors, nous ne pouvons pas commencer cette formation sans toutefois parler de l'OIT, l'Organisation internationale du travail qui a pour mission de garantir et d'améliorer les conditions de travail dans le monde. Alors, cette organisation s'est fixé trois missions principales, à savoir, un, l'élaboration des normes de travail dans le monde, deux, la promotion du dialogue social qui est très important, et en troisième position, l'assistance et la promotion des différents syndiqués. Cette organisation a plusieurs avantages, n'est-ce pas? Entre autres, l'amélioration des conditions de travail, la protection des droits des travailleurs, la réduction des inégalités au niveau du travail, bien sûr, et la prévention des conflits sociaux. Revenons à notre Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. C'est lors de la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail convoquée, n'est-ce pas, en 1948 et après 9 jours de travail acharné que nous avons vu cette convention naître avec 21 articles que nous allons égrener maintenant. Partie 1, liberté syndicale. Article 1. Tout membre de l'Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes. Là, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque. Article 2. Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout travailleur ou tout employeur, ils ont le choix de se mettre ensemble et de créer leur syndicat sans autorisation de quiconque. C'est-à-dire que les travailleurs, que ce soit dans le domaine privé comme dans le domaine public, n'est-ce pas, ont le droit de se mettre ensemble, ok, pour créer leur syndicat sans autorisation de qui que ce soit l'employeur, que ce soit l'autorité. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de personne. Ils se lèvent, dès que le besoin se fait sentir, ils vont créer leur syndicat avec tout ce qui va avec statut, règlement intérieur, ainsi de suite. Et aussi, tout travailleur a le droit, n'est-ce pas, de s'affilier au syndicat qu'il veut, sans aussi autorisation préalable de qui que ce soit. Du moment où il se sent à l'aise avec les statuts et règlements intérieurs d'un syndicat, dans son domaine de travail, bien sûr, il peut s'affilier sans vraiment demander l'autorisation de qui que ce soit. Seulement la seule condition que ces derniers-là se conforment au statut de ces organisations-là. Article 3. 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver l'exercice légal. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout employé ou tout employeur réunis dans un syndicat ont le droit, n'est-ce pas, d'élaborer eux-mêmes
leur statut et règlement intérieur. OK, ça c'est un. Deuxièmement, ils ont le droit d'élire librement leur représentant, c'est-à-dire leur secrétaire général, et celui-ci va former, n'est-ce pas, son bureau. Ils sont libres de faire, d'élire qui ils veulent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer quelqu'un. OK? Et ils sont libres aussi d'organiser et de gérer leurs activités, n'est-ce pas? Et de formuler leur plan d'action. Donc, ça veut dire en un mot que on est libre, n'est-ce pas, de mener nos actions syndicales, n'est-ce pas, de vaquer à nos occupations syndicales. On a cette liberté-là. OK? Et le point 2 dit quoi? Les autorités publiques, n'est-ce pas, doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver l'exercice légal. Ça veut dire que l'État même n'a pas le droit de s'immiscer, n'est-ce pas, dans nos activités, dans notre organisation syndicale. Ils n'ont pas ce droit-là. C'est-à-dire qu'on a les mains libres de mener nos actions, de mener nos activités selon notre plan d'action. Parce que j'insiste sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur, n'est-ce pas? Beaucoup ont peur de militer, n'est-ce pas, dans les organisations syndicales. Raison pour laquelle j'insiste sur l'article 3 pour dire que, n'est-ce pas, que ce soit une organisation privée ou une organisation publique, n'est-ce pas, on a le droit de militer sans être inquiété. On a ce droit-là. Article 4. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute organisation syndicale ne peut pas être dissoute, n'est-ce pas, ou bien sanctionnée par voie administrative. En un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le cas, par exemple, d'une organisation syndicale dans le domaine public, c'est-à-dire dans la fonction publique ou autre. Ça veut dire que l'État, n'est-ce pas, ne peut pas dissoudre notre organisation syndicale. Je prends l'exemple, par exemple, du SYNAMSI, OK, du syndicat national des agents en charge du ministère des Sports de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être dissous ni par le ministre des Sports, ni par le ministre de choses, comment dirais-je, de la fonction publique, ni même par le Premier ministre. Parce que nous sommes une organisation syndicale, n'est-ce pas, légalement constituée. Et de ce fait-là, nul ne peut dissoudre cette association-là, n'est-ce pas, ce syndicat-là. Article 5. Les organisations de travailleurs et employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s'y affilier. Et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout syndicat, n'est-ce pas, a le droit de s'affilier à une centrale syndicale, n'est-ce pas, ou à une fêtière. On a le droit de s'affilier à une centrale syndicale ou à une fêtière. Exemple, le SYNAMSI, par exemple, est affilié à la FESACI, qui est une centrale syndicale. Comme en Côte d'Ivoire ici, il y a plusieurs centrales syndicales comme Dignité, Humanisme et autres. Ça va? Donc, nous avons le droit, n'est-ce pas, de nous affilier, n'est-ce pas, à une centrale syndicale. OK? Comme aussi, cette centrale syndicale-là, les centrales syndicales aussi sont amenées aussi, elles ont le droit, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour s'affilier, pour devenir des confédérations. OK? Et aussi, ces confédérations-là peuvent se mettre ensemble, n'est-ce pas, dans, par exemple, quand je prends le cas, par exemple, de la CSI Afrique, n'est-ce pas, au niveau régional, n'est-ce pas, comme au niveau international avec la CSI internationale. OK? Voilà, donc c'est pour dire que nous avons le droit de nous affilier à des organisations nationales, internationales et autres. Article 6. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs. Simple, hein? Ça veut dire que tout ce qui est, tous les droits
qui sont confédérés aux différents syndicats d'employeurs et de travailleurs, ces mêmes droits-là aussi, c'est valable aussi pour les confédérations. Article 7. L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions de l'article 2, 3 et 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que un syndicat a une personnalité juridique. D'abord, c'est quoi la personnalité juridique? C'est la loi qui octroie à ces organisations syndicales-là des droits et des devoirs, n'est-ce pas? Donc, du coup, ces droits et ces devoirs qu'offre la personnalité juridique là, ne doivent pas être un frein, n'est-ce pas, aux activités de fonctionnement, aux libertés qu'offre l'article 2, 3 et 4, notamment la liberté d'association, n'est-ce pas, de fonctionnement, n'est-ce pas, d'action, n'est-ce pas, des différents syndicats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'un syndicat a le statut choses, comment dirais-je, de, de personnalité juridique, n'est-ce pas, que on va mettre pression sur ces syndicats-là pour les entraver dans leur fonctionnement. Article 8. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. 2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni à être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. Ça veut dire que, au regard de cet article 8-là, avec tous les droits que nous avons en tant que syndicat, nous devons respecter la légalité comme toute autre organisation. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que d'abord, de un, si nous avons des statuts et règlements intérieurs, nous devons d'abord nous conformer à nos textes dans la légalité. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est parce qu'on a tous ces droits-là que nous allons aller commettre des infractions. Ça veut dire qu'on a les mêmes droits au regard de la loi aussi. Ça va, non? Donc, ça veut dire qu'on doit respecter toutes les lois en vigueur dans, comment on appelle ça, le pays dans lequel nous sommes. Aussi, ça veut dire que la législation nationale, n'est-ce pas? Ça veut dire que les lois nationales, n'est-ce pas, ne doivent pas être appliquées de manière à entraver, n'est-ce pas, les articles de cette convention-là. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas prendre, n'est-ce pas, une loi, n'est-ce pas, nationale pour venir entraver, n'est-ce pas, venir contredire les articles, n'est-ce pas, de cette convention-là qui offre certaines libertés aux différents syndicats. Donc, la loi ne peut pas venir être au-dessus de cette convention. Article 9. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces armées et la police ont un traitement spécial. Un traitement spécial selon les législations en vigueur dans le pays. Le pays qui aura ratifié cette convention-là. Ça va? Et au deuxième point, conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, la ratification de cette convention par un membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existant accordant aux membres des forces armées de police des garanties prévues par la présente convention. Article 10. Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. Là, je pense qu'on est assez clair, hein. Voilà. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Partie 2. Protection du droit syndical. Article 11. Tout membre de l'Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur
et s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. Là, ça veut dire quoi? Je pense que ça aussi, c'est assez clair. Ça veut dire que tout, tout État, n'est-ce pas, tout pays qui a ratifié cette convention-là, n'est-ce pas, s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires, OK, et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. Ça veut dire quoi? Je prends rapidement le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a effectivement ratifié, d'abord est membre de l'OIT, n'est-ce pas, et a ratifié cette convention-là. OK? Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est engagée, n'est-ce pas, à respecter le droit syndical et à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs le libre exercice de leur droit syndical. Donc, en un mot, ça veut dire que tous les droits que le syndicat a là, ça veut dire que lui offre cette convention-là, la Côte d'Ivoire a accepté et dit qu'elle est prête à accompagner tous les syndicats dans ce sens-là. Personne ne se fait comprendre. Ça veut dire qu'on ne doit pas être muselé, on ne doit pas avoir peur parce que l'État même dit qu'il nous donne, il nous accompagne dans ce sens-là, qu'on puisse militer librement dans chaque syndicat. Donc, c'est une manière d'exhorter, d'éveiller les consciences de tous les syndiqués à ne pas avoir peur du syndicalisme. C'est pour notre droit, c'est pour notre bien, c'est pour les meilleures conditions de travail, de vie. Donc, n'ayons pas peur de militer pour un syndicat. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand je finis de dire ça, parce que la partie 3, on parle des mesures diverses. Les mesures diverses, on va parler des conditions des différents pays, ainsi de suite. Je vais vous laisser le temps de lire. Je vais laisser ça, ce document-là à votre disposition. Je vais vous laisser le temps de le lire. Le message que nous voulons faire passer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, généralement en Afrique, n'est-ce pas, les gens ont peur de militer dans les syndicats parce qu'automatiquement, quand on dit syndicat, on entend grève, on entend bagarre, on entend ainsi de suite. Surtout en Côte d'Ivoire ici, quand on entend syndicat, on entend directement marquer, ça va? Mais c'est pas le rôle d'un syndicat, ça. Le syndicat, le syndicaliste, il est là pour lutter pour les droits, le bien-être des travailleurs. C'est ça, l'essence même du syndicalisme. C'est ça l'essence du syndicalisme. Donc, c'est un éveil de conscience. Un éveil de conscience pour éveiller toutes les consciences, pour enlever ce mythe-là dans la tête des gens, pour dire que militer pour un syndicat, ça doit être naturel pour tout le monde. Nous devons militer chaque travailleur doit militer dans un syndicat pour lutter pour ses droits. N'ayons pas peur, parce que les, 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 les législations en vigueur nous protègent, ça c'est un. Deuxièmement, les autorités même ont signé pour dire qu'ils sont prêts à nous accompagner dans ce sens-là. Et pour ouvrir une parenthèse, là je vais sortir du cadre général et aller dans le spécifique. Dans la fonction publique, les statuts de la fonction publique même nous octroient le droit de syndiquer. Ça est dans les statuts de la fonction publique. Ceux qui ont le statut de la fonction publique, ils peuvent le lire. Si vous ne l'avez pas, je vais aussi le mettre, n'est-ce pas, à votre disposition tout à l'heure. Les statuts de la fonction publique nous donnent le droit de militer librement dans un syndicat et tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'en plus d'avoir ratifié la Convention 87 sur la liberté syndicale et le droit d'association syndicale, n'est-ce pas, aussi l'État encore, par le ministère de la fonction publique, a fait un statut général de la fonction publique dans lequel, n'est-ce pas, il nous donne encore le droit de militer dans un syndicat et tous les droits qui vont avec, le droit de grève, ainsi de suite. Mais tout ça est bien encadré. Voilà, on va expliquer dans une autre vidéo tous ces petits détails-là. Donc, les amis, chers camarades, en quelque sorte, c'était une manière pour nous, n'est-ce pas, d'éclairer votre lanterne sur la Convention 87.
vous expliquer un peu le bien fondé, n'est-ce pas, de cette convention-là. Elle est venue pour nous les travailleurs. Nous devons la saisir, nous devons l'approprier, n'est-ce pas? Nous devons la consommer et la mettre en pratique. C'est ce que l'Organisation internationale du travail nous demande, à connaître la chose syndicale, à savoir même l'essence du syndicalisme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup militent, mais ils ne savent pas vraiment quelle est l'essence du syndicalisme. En clair, en un mot, le syndicalisme, il est là pour lutter pour le droit, pour les meilleures conditions de travail des travailleurs. Alors, je suis ouvert à toute question, n'est-ce pas? Si d'aventure vous n'avez pas compris certains passages et que vous voulez de plus amples explications, vous pouvez prendre un stylo, noter, et puis après me poser des questions, n'est-ce pas, concernant tout ce que vous n'avez pas compris sur cette convention-là. Je me ferai fort de vous expliquer en long et en large, n'est-ce pas, ce que vous n'avez pas compris. OK? Vous pouvez aussi me joindre au 01 52 52 60 46. Je répète, 01 52 52 60 46 ou au 07 58 17 03 58. 07 58 17 03 58. Alors, chers camarades, nous avons fini avec la formation d'aujourd'hui et nous sommes là pour vous. Nous sommes ouverts, n'est-ce pas? Et vous aurez toutes les informations concernant Mohamed Sissé en description de cette vidéo. Alors sur ce, je vous dis bye bye et à très bientôt. Ciao.